Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre émission quotidienne, le Grand Forum, votre émission de référence tous les jours de 16h à 18h. Voici le programme pour ce jeudi 10 mars. Soyez les bienvenus les amis. Au programme de cette émission, nous allons revenir sur l'élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions hier soir, la remontada face au Real de Madrid et un excellent Karim Benzema, auteur d'un triplé face au PSG, pourtant qui menait sur le terrain au Real de Madrid. 3-1, c'est la victoire donc finale et surtout l'élimination du Paris Saint-Germain. Est-ce un accident industriel? C'est la question que l'on se posera tout à l'heure et ensemble avec vous au 01 40 33 9000. Les conséquences économiques de cette guerre en Ukraine, on en reparlera aussi avec, ça y est, la barre des 2 € franchie partout, quasiment dans toutes les stations-service. On est autour de 2,20 € le litre de gasoil. Et bien les conséquences, on évoquera avec un spécialiste en la matière, puisqu'il est banquier d'affaires, Monsieur Karim Alouache, qui sera avec nous, bien sûr, accompagné de Hicham Terak, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Et nous devrions aussi avoir notre ami Razik Metiche, qui devait être présent en studio, mais qui est un petit peu dans un état grippal. Bienvenue à vous avec vos interventions évidemment en direct pour commenter avec nous l'actualité. 01 40 33 9000. Et notre invité tout à l'heure, mon invité à 17h, sera Salima Yambou. Elle est eurodéputée écologiste. Elle était députée, donc eurodéputée verte, élue aux côtés de Yannick Jadot en 2019. Et pourtant, elle soutient Emmanuel Macron. Elle nous expliquera son choix tout à l'heure à 17h. Le Grand Forum, Christophe Roux sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Dans un instant, ils ont un petit peu de retard, nos amis Karim Alouache et Hicham Terak seront avec nous. Vos appels évidemment pour commenter l'actualité avec nous pendant 2 heures. 01 40 33 9000, c'est le numéro de la Libertad sur France Maghreb 2.
France Maghreb 2, c'est aussi sur le DAB. La radio numérique. À Marseille et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.5 FM, sur 99.5 FM à Paris et toute sa région. Et merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 dans l'émission Le Grand Forum avec vous, chers amis auditrices, auditeurs, pour évidemment vous accompagner pendant ces 2 heures, pour vous permettre de commenter avec nous l'actualité bien sûr, et d'en débattre avec vos appels au 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00, c'est le numéro de téléphone que vous pouvez donc évidemment composer. Et on arrive évidemment avec vous, avec nos chroniqueurs qui se croient au Club Med et qui ont l'impression que l'émission commence à n'importe quelle heure. Mais non, pourtant elle commence bien à 16h. Alors que j'en vois un qui en plus ne vient jamais ou presque et qui se permet d'arriver en retard. C'est hallucinant, franchement, bravo. Hicham Terak. Bonjour. Comment ça va mon Terak? Bah écoute, tout le monde va bien mon frère. Bonjour les gens. Comment ça va ma frère? Bah écoute, ça va très très bien. Franchement, super content de réapparaître dans les bureaux. Ouais. C'est juste génial. Mais je suis désolé, tu sais, je date d'une autre époque. Et je pense à l'époque, on commençait pas à 16h. Bah ouais, mais là, on a changé d'époque. Ça se voit que ça veut dire que t'es pas venu il y a longtemps. Ça fait longtemps. Ouais, exactement. C'est ça. Karim Alouage qui devrait pas tarder d'arriver aussi. Notre Azik Métiche, il est grippé. Oh. Ouais. Sérieux? Bah à mon avis il a du mal à supporter la défaite du PSG. Non mais c'est un Marseille est fini lui. Bah oui mais bon peut-être qu'il est converti ou reconverti. Jamais. Je sais pas. Jamais. Bon, en tout cas on en parlera de cette défaite du PSG aujourd'hui, élimination du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Est-ce un accident industriel? C'est la question
que l'on pourra éventuellement se poser tout à l'heure, évidemment. Et puis, chers amis auditrices, auditeurs, on parlera aussi des conséquences économiques de cette guerre. Tu sais qu'on est en guerre là. Enfin, pas Pareil, nous, il paraîtrait, ouais. Oui. Mais moi, j'ai presque tendance à dire que on est en guerre depuis 45 un peu quand même. Il y a des conflits un petit peu partout sur la planète, ça s'est jamais réellement arrêté. Et on n'est pas que en guerre là, en 2022 quand même. Alors, peut-être qu'on va avoir la réponse à ma question. Est-ce que Razik Metich a du mal à supporter la défaite du PSG, mon Razik? Non, mais c'était un vrai moment Nutella, j'ai envie de te dire. C'était un moment de plaisir. Un moment de plaisir. Un moment de plaisir, t'appelles ça une défaite, un plaisir? Je taquine, Christophe. Réellement, enfin, c'est assez effarant de voir un sabordage comme ça en direct. J'ai pas pu voir la première mi-temps, je l'ai regardé hier dans la nuit. Lorsqu'on prend l'ensemble des deux matchs, parce c'était que la meilleure, match, pourtant. La première mi-temps était la meilleure. Hein. Clairement. Exactement. Clairement. La première mi-temps, je l'ai regardé hier en rediffusion. La première mi-temps du PSG était on ne peut plus maîtriser. Le but refusé sur hors-jeu, ça joue vraiment à quelques millimètres. Ah, il n'y a pas hors-jeu, c'est abusé. Et à 2-0 à la mi-temps, l'affaire aurait pu être réglée. Il est fort, lui. Et ensuite, lorsqu'on voit que Donnarumma, choix du coach, vouloir pas trancher le poste de numéro 1, lorsqu'on voit que Donnarumma contre un petit peu la logique, il aurait été logique qu'Keylor Navas, qui avait en plus une revanche à prendre face au Real de Madrid, soit titulaire. Mais lorsqu'on met Donnarumma et que au final, c'est lui qui relance tout le match par sa faute de jambe, et lorsque Karim Benzema arrive à lui reprendre la balle, on relance complètement le match à un partout. Et à ce moment-là, en fait, lorsque on voit les images des Parisiens, on voit un Marquinhos abattu, alors que c'est le capitaine. Il a été nul. Marquinhos, il a été nul, vraiment. C'est là où je voulais en venir. Lorsque pour le 3-1, lorsqu'on voit que c'est Marquinhos capitaine irréprochable en plus du PSG, qui est toujours là sur les grands moments. Lorsqu'on voit qu'il fait une relance plein axe comme je l'ai jamais vu faire dans sa surface de réparation, qui amène le troisième but de Karim Benzema, que l'affaire était pliée hier. Razik, tu sais ce que je te propose, mon Razicus, c'est que tu nous rappelles tout à l'heure à 17h30, je vais te laisser te reposer. Je sais que t'es dans un état grippal, je sais que la défaite du PSG est très amère pour toi. Rappelle-nous, Razik. À 17h30 pour qu'on puisse en parler avec nos amis Hicham ici présents, et Karim Alouache aussi qui nous a rejoint et qui a regardé le match. Premier supporter du PSG, Karim Alouache, heureusement qu'il est là. Ah, je suis en infériorité numérique là, ça veut dire? Évidemment, t'es en infériorité. Mais c'est pas grave, j'ai pas peur. Tu nous rappelles tout à l'heure, mon Razik, à 17h25, ça va? C'est parfait, à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure, mon Razik. Comment ça va, mon Karim? Désolé, franchement, ça va bien, un peu de retard, mais ça roule très mal dans Paris. Oui. Merci Hidalgo. Et comme tu le sais, moi, je prends pas les transports en commun, donc. Ouais, Madame Hidalgo, bravo, hein. Merci. Voilà. Plus d'une heure pour faire avenue Georges V jusqu'au studio ici. Et qu'est-ce que tu Avenue foutais à Georges Georges V, V, Karim? Écoute, voilà. j'avais un rendez-vous. Qu'est-ce que tu foutais à Georges V? Il faisait des emplettes, il fait beau, ça y est, on se balade dans Paris, c'est fini, c'est connu. C'est ça. Non, je travaille. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais. Pardon. J'étais en rendez-vous pro, voilà. Hein. Pardon. T'as signé combien de chèques aujourd'hui? Ça fait longtemps qu'on fait plus de chèques, on fait des virements, on fait de la crypto. Maintenant. Avec la crypto. C'est la chute, la crypto. Moi, j'ai investi 2-3 trucs. Attention. C'est la chute, la crypto-monnaie, là. Attends. Écoute, tu peux faire une autre émission rien qu'avec ça. Je te propose un de ces quatre de faire venir un de mes clients sur le sujet. Dans la crypto, il y a tout. Exact. Il y a de l'argent à faire et il y a des culottes à perdre. Voilà. Là, je perds des culottes, moi, je te le dis. Mais écoute. Bah oui, c'est ça, j'ai été mal conseillé. T'as suivi ton conseiller trader de quel quartier? Ça doit être ça, ouais. T'es conseiller trader du quartier de là-bas, ouais. Bon, dans un instant, messieurs, le quiz. Vous m'avez mis en retard, vous m'avez saboté mon émission, vraiment n'importe quoi. Dans un instant, le quiz. Un zapping très fourni aujourd'hui. J'aurai l'occasion d'interviewer tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez Salima Yambou, eurodéputé que oui. Salima Yambou. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas parlé, mais oui, je la connais. Bon, alors, on le laisse sous bois. Pour ne pas trahir aucun secret, ça c'est une interview que j'ai enregistrée cet après-midi, que vous pourrez écouter tout à l'heure à 17h. Elle nous expliquera, elle, l'écologiste, qui a été élue eurodéputée auprès des Verts en 2019, pourquoi elle appelle à soutenir Emmanuel Macron. Donc elle est plus écologiste. Elle reste écologiste. Elle a dit qu'elle reste. Attends, j'adore. Ils sont tous quelque chose, mais ils vont tous ailleurs. Oui, tu sais, en fait, Macron, il a inventé un concept, c'est la polygamie politique. c'est vraiment ça. Il a en fait légiféré. C'est pas très clair, ça. Non, mais il a légitimé la polygamie politique, c'est-à-dire la double appartenance
Alors moi, je connaissais. Sarko avait débuté quand même un peu avec ça. Non, Sarko n'autorisait pas la double appartenance. Tu peux venir d'un parti et être ministre. Lui, il a dit, tu peux être à la République En Marche et où tu veux ailleurs. Moi, ça me pose pas de difficulté. Ouais. Donc, du coup, vous avez vu tous les opportunistes arriver et c'est pas fini. Bon, en tout cas, Salim Mariambou, je sais pas si c'est une opportuniste. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des convictions. Et nous expliquera son choix tout à l'heure. Vous pourrez l'écouter et commenter si vous voulez après. On parlera évidemment de l'élimination du Paris Saint-Germain. Est-ce un accident industriel au lendemain d'une défaite du Paris Saint-Germain? Rien ne va plus dans ce club, comme quoi il suffit pas d'avoir de l'argent pour construire une grande équipe. Une âme, un grand club, c'est une âme d'abord. C'est ça, et on a un peu perdu l'âme. Et ouais. Et on parlera des conséquences économiques, et là on s'appuiera sur ton expertise, mon Karim, de la guerre en Ukraine. Ça y est, la barre des 2 € est passée quasiment partout, pour ne pas dire partout, pour le litre de gasoil. L'inflation, elle était là avant l'Ukraine. Hein. Oui, d'accord, mais bon, là, le choc pétrolier, on n'en est pas loin. L'effet, il n'est pas immédiat, hein. Mais bon. En tout cas, ça monte. Oui. Ça monte. Ça, c'est des recettes qui n'étaient pas attendues par l'État, donc c'est bénef. Bah écoute, quand il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent. Hein. C'est ça. C'est la règle du jeu. Et les patrons de pompistes, les patrons de stations d'essence se gavent, les pétroliers se gavent, l'État se gave, sauf nous. Allez, à tout de suite. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que t'as cassé, Karim? Le casque, j'ai enlevé le jack. Tu le remets, c'est tout. Voilà, c'est tout, il suffit de remettre en fait. Ouais, mais ça. Hicham, aide-le parce que je crois qu'il a du mal. Voilà, tu sais, les banquiers d'affaires, ils connaissent pas trop les casques, ils connaissent plus les chiffres, tu vois. En fait, il s'est juste trompé de trou. Ah voilà, c'est ça. Voilà, faut pas se tromper de trou, mon Karim. Voilà. Karim Alouage, banquier d'affaires, il est là. Hicham Terak. Ouais. Comment ça va, mon Hicham? Pas banquier d'affaires, mais je suis là. Hein, non, pas banquier d'affaires. Tu fais quoi dans la vie, toi, d'ailleurs? Écoute, depuis le Covid, en fait, je suis re-rentré dans la fonction publique. Ah ouais, donc t'es un planqué, quoi. Ah, pas du tout. Si tu savais. Alors, justement, j'aime ça. Tu sais pourquoi? Parce que il s'est avéré que pendant la pandémie, pendant tout ce que tu veux, ceux qui ont le plus assuré le taf, ça a été la fonction publique, en fait, compte. Ouais. Oui monsieur. Ouais. Oui monsieur. Ouais. Administrativement la ville, le pays a continué à tourner, mine de rien. Et qui était aux manettes? L'administration, monsieur. Voilà. Dans les banquiers. Voilà aussi. Oui, beaucoup les banquiers. C'est toujours dans les bons coups. Après c'est exactement. C'est encore autre chose. Ils sont là. Mais tu fais quoi dans la fonction publique? Moi je m'occupe de comment dirais-je, l'événementiel sportif dans une ville dans le 94. Ah oui, donc t'es ni enseignant ni soignant, quoi. Non. Exactement. Non, il est pas je soigne je soigne les gens d'une autre manière. Ouais, non, pendant le confinement, on pouvait pas sortir, donc tu peux pas faire de sport. Mais si, justement, Internet. On fait les sport. Oui. Tu rigoles, mais tu trouveras, si tu tapes mon nom, tu trouveras des vidéos où je me mets en scène justement pour tout ça. Exactement. Tu te mets en scène. D'accord. Exactement. Rapidement, là, on a eu la connaissance des déclarations patrimoine des 12 candidats. Rien ne vous a choqué? Bien sûr que si. Ah bon, quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Karim? Oui. Quoi? Macron, 500 000 €. Oui, il a pas de bien. Il a pas de bien. Mais même les autres, c'est de la rigolade. Attends. Bon, la plus riche, on le rappelle. Fabien Roussel de 100 000 €. Un appartement, ça. Non, je crois que c'est 400 000, 2 pièces, c'est déjà plus. Non, c'est 200 000, je crois. Il y en a. Non, mais faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. La seule qui est crédible pour une fois, c'est Valérie Pécresse. Oui. 9,2, c'est tout à fait correct. Et Zemmour aussi, avec 6 millions. Ouais, lui, c'est possible. Oui, il y a 5 appartements à Paris, quand même. Mais je ne crois pas une seconde. Il calcule comment le truc, en fait? Le bien, les voitures. Alors, Philippe Potou, ça veut dire qu'ils sont tous locataires, en fait. Ouais. Dans un logement social. Les pauvres. Voilà, ils n'ont pas de voiture. Oui. Et puis, non, mais faut arrêter. Et Valérie Pécresse a des terres agricoles en Corrèze. Comment? Elle a des terres agricoles en Corrèze, Valérie Pécresse. Non, et puis son mari est polytechnicien. Ah oui, depuis il gagne très bien sa vie. Non, mais ils ont. Tant mieux. C'est pas ton patrimoine qui fera de toi un bon ou un mauvais président. C'est pas ça. Mais je vois pas l'intérêt de jouer la carte de la transparence si c'est pour tout détourner et pipoter, quoi. Mélenchon 3 millions avec une maison dans le Loiret et un appartement de 150 mètres carrés à Paris. Alors ça, son appartement, vous le savez tous. Vous savez l'histoire de la République. C'est moi, on l'a découvert. On l'a découvert, absolument. Mais il paraît quand t'es millionnaire, t'es le mieux placé pour défendre les pauvres et les ouvriers et les salariés. Eh ben écoute, pourquoi pas. Allons-y pour le quiz. Le quiz. Ah, t'avais oublié le quiz, Hicham Terak. Un peu, mais j'écoute de temps en temps. Ah oui, ça c'est bien. Voilà. Première question. Ah, j'ai pas révisé, moi. Merci. Oui, mais rien à réviser. Je cherche un animateur de radio et de télé. Morandini. Non, qui est né en 1966. Drucker? Non. Christophe de Chavannes. Non. Vas-y, enchaîne. Attends, il est sur TF1. Télé. De Chavannes. Non. Nikos. Non. Non, Arthur. Arthur, bonne réponse.
Genre, c'est comme si c'était le seul. Tu sais. Bonne On réponse. va faire toute la liste. Arthur, bon anniversaire Arthur. Ah, c'était son bidet. Bah c'est aujourd'hui. Ouais. Ah ouais. Ça fait longtemps qu'on le voit plus. Lui. Et si on le voit... Si, on le voit de temps en temps. Les enfants de la télé. Voilà. VTEP. Voilà. Mais un peu moins qu'avant quand même. Deuxième question. Là c'est une question d'actu. Le fils d'une députée de quel pays a annoncé partir combattre en Ukraine? Fils de député. Je cherche un fils d'une députée de quel pays Française. Ah, non, bah non. Non. Bah non. a annoncé partir combattre en Ukraine. C'est pas un anglais? Une députée Un anglais. européenne. Bonne réponse de Hicham Terak. Ah ouais, j'avais lu un truc comme ça, là, ça Ouais, m'a fait rire un fils peu. d'une députée anglaise qui va partir combattre en Ukraine. Mais il est Tout va bien. parti ou il a dit qu'il allait y aller? Et bah apparemment il va partir. D'accord, ok, ouais. Il a annoncé en tout cas partir. À suivre alors. À suivre. Exactement, toujours pareil. 2-0 pour Hicham Terak. Face à face entre quels candidats ce soir sur TF1? J'ai même pas suivi. J'aimerais allez, un Pécresse. Oui. Pécresse Zemmour. Pécresse Zemmour, bonne réponse. C'est facile, c'était facile. Alors, je vous donne le truc, c'est à 20h20 sur TF1 et deuxième partie de l'interview sur LCI. Ah ouais, carrément. Voilà. Enfin, de l'entretien, du d'accord. débat, je veux dire. Ouais. Voilà. Enfin, un débat, ouais, ok. Voilà. Ça va être marrant. Déjà, je vous le dis, ce soir, Pierre-Henri sera dans Balance ton poste chez Karim Zeribi ce soir, C'est pas mal ça. sur C8. Je Voilà. sais pas qui c'est, mais c'est pas mal. Ah, c'est Karim qui fait l'émission. Oui, c'est Karim ce soir en test, à Ah, mon d'accord. avis, et c'est une bonne idée. Quatrième question. Obsèque de quelle personnalité de la télé hier à Paris? Pernod. Oui, Pernod. Pernod, bonne réponse. Hicham Terak qui a été plus rapide. Alors, il y avait beaucoup de monde, des médias, de la politique et beaucoup d'anonymes, évidemment. C'était. Voilà, hier à Paris. Un gars qui a travaillé toute sa vie sans prompteur. Hein. C'est vrai. Ouais, sans prompteur. vrai, sans Et prompteur. apparemment un syndicaliste aussi, on ne l'a pas dit, chez TF1. Un grand syndicaliste qui a défendu la cause de tous ceux qui sont sur les plateaux en backstage qu'on ne voit jamais, quoi. Donc, et très accessible a priori. A priori. Cinquième question. Quelle société de boissons cesse Coca-Cola. Oui, temporairement ses opérations en Russie. Coca-Cola. Chapeau. Ils vont arrêter de boire du coca. Enfin, ils cessent pour l'instant leurs opérations. Ça veut pas dire qu'ils arrêtent la vente. Ouais. Par contre, Pepsi, ils arrêtent la vente. Direct. Hein. Ouais. Sixième question. Il a marqué son petit point, notre. Moi, Karim. t'as vu ça? Oui. Quel géant mondial des cosmétiques L'Oréal. a décidé de fermer ses magasins en Russie? L'Oréal, effectivement. Géant mondial cosmétique, c'est L'Oréal. Ouais, Alors, tu m'étonnes. je précise quand même qu'ils conservent leur usine près de Moscou qui va continuer de fonctionner. Hein. Oui, de mais produire. Non, mais ils produisent, mais ils ne. Voilà. Alors, Non, mais c'est important. comme l'a dit quelqu'un, on n'est pas en guerre contre les Russes. Ouais, Ah oui. exact, ouais. On avait, C'est important de le garder. on avait en tête. l'impression quand même qu'on était un peu en écoutant les Non, médias pas et les contre politiques. les Russes, la population russe. Ouais. Attention. Ouais. Ouais. Dernière Si, question. c'est important. Non, mais bien sûr. 4-2. Dernière question. Quel ministre a comparé la situation d'aujourd'hui au choc pétrolier de 1973? Le maire Le Bruno Le maire. Maire, ouais. Et une bonne réponse de Hicham Terak. On De écoute. 73, Écoutez. ouais. Que ce n'est pas exagéré que de dire que cette crise énergétique, ce choc énergétique de 2022 est comparable en intensité, en brutalité, au choc pétrolier de 1973. Il a raison ou pas? Alors, en intensité, brutalité, c'est rapidité, oui. Après, sur le reste, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. D'accord. Champion Terak. Je suis le champion, pas comme le PSG. C'est très drôle, toi. Ouais. Allez, c'est parti pour le zapping. Le zapping avec, et oui, il fallait s'y attendre, les cyberattaques qui ont déjà commencé. Écoutez. Une cyberattaque, possiblement russe, a frappé Spotify. La plateforme de streaming suédoise connaît une série de bugs qui empêchent de nombreux utilisateurs d'écouter leur musique. Anonymous a de son côté contre-attaqué en piratant des télévisions russes. Eh ouais, les cyberattaques, va falloir s'y attendre. Hein. Ça fait partie du jeu, quoi. Ah bah ça avait déjà démarré avant, mais bon, là, ça va être... Et là, ça va s'accentuer. Pour moi, je pense que ça va être le gros... comment on appelle ça? La grosse partie de ce qui va se passer là prochainement. C'est ce qui va faire balancer pas mal de choses. Ah Comme oui. le disait Karim aussi. Y compris c'est la vrai que- présidentielle ou pas? Bon, déjà, il y a déjà des ingérences. On sait qu'il y a ça joue, Bah, ça influe. En tout cas, l'élection présidentielle, elle est jusqu'à preuve du contraire, manuelle, et on ira voter dans les bureaux de vote. Donc le vote électronique, c'est pas pour demain. Ouais. Et franchement, moi, à mon avis, ça serait plutôt à Après- repousser le plus. après- À après, repousser. Après, c'est un secret pour personne. Enfin, l'élection présidentielle, elle est pliée, quoi. Je veux dire, Ah bon? bah là, l'effet drapeau et tout, oublie, quoi, oublie. ouais. Celui qui me dit que Macron va pas être réélu, franchement, faudrait vraiment un cataclysme ou un dossier grave. Eh Et ben s'il y moi, je avait te un le dis, dossier, Karim. il serait déjà sorti. Voilà, je te le d'accord. dis. Hein Je suis Je d'accord. te le dis. Il sera pas réélu.
Non, il sera pas j'ai mal y croire. Regarde, même Zemmour se prend là, forcément, il sort les casseroles au bon moment. Il se prend les 8 accusations de viol, tu vois. Je pense qu'il va y avoir d'autres casseroles pour d'autres candidats. Mais... Moi, je vais vous dire un truc, c'est très simple. Qui que ce soit au deuxième tour, même si c'est Mélenchon au deuxième tour, la gauche ne votera pas pour Mélenchon. Parce qu'en plus, il y a l'effet aussi d'ego. On ne veut pas que quelqu'un d'autre puisse gagner. Tu sais, aujourd'hui... va peut-être parler... Oula, je vais reprendre. Il va peut-être falloir arrêter de parler à la place des Français. Non mais sincèrement, parce que entre nous, l'espace médiatico-politique là commence vraiment à agacer les gens. Non mais écoute, je le dis, hein. Christophe, du jour où j'ai vu que sous prétexte de l'expression de la démocratie, on allait faire une banque de parrainage pour que l'extrême droite, les gens entre guillemets peu honorables, parce que si un maire veut pas donner son parrainage à Zemmour ou à Le Pen, c'est qu'il considère que c'est pas très propre. Quand on parle de ça, je veux dire, après, oublie le reste, ça n'a plus aucun sens. Bon, donc, alors, suite de notre zapping, il y en a un qui a pété les plombs, c'est François Hollande, l'ex-président. Il veut qu'on se sépare du pétrole et du gaz russe. Dans ce contexte, il n'y a qu'une décision majeure qui doit être prise, c'est de suspendre, d'arrêter les livraisons de gaz et de pétrole venant de Russie, à changer nos modes de consommation et nos approvisionnements et à faire monter plus rapidement les renouvelables et aussi d'utiliser plus massivement le nucléaire. C'est crédible ça, franchement ? Alors, au niveau des renouvelables, c'est pas du tout crédible. D'abord, on n'arrête pas du jour au lendemain. C'est sur une décennie, donc de l'eau aura coulé sous les ponts. Donc dire ça, c'est dire du grand n'importe quoi. Après, ils peuvent arrêter d'acheter du gaz russe. S'ils achètent du gaz algérien, tant mieux. Si au moins ça permet... Il y a des pays en Europe qui peuvent pas, Karim. Non, mais je veux dire, tu peux pas arrêter... C'est comme un peu les pétroliers ou les gros paquebots. Quand tu dis je vais arrêter le bateau, si tu as 1 kilomètre, tu rentres dans le port, quoi. Tu rentres même dans la ville. Ça s'arrête pas comme ça. On fait pas un switch, un coup à gauche, un coup à droite. C'est pas possible. Techniquement, matériellement, on peut en avoir la volonté, mais on ne pourra pas le faire. Par contre, ce qui nous sauve, nous, les Français, et là, petit coucou à nos amis écolos, c'est le nucléaire, parce que on n'est pas du tout dans la position de l'Allemagne et de bien d'autres pays. Clairement, ouais. Et là, on peut dire merci au nucléaire. Et alors, tous ceux qui ont eu comme slogan sortie du nucléaire en 2025, eh ben, ils peuvent repartir, hein, parce que ça, c'est vraiment terminé et terminé pour très, très, très longtemps. Hicham ? Écoute, ouais, mais après malheureusement le nucléaire, parce que bon bah voilà, on connaît un petit peu les effets du nucléaire à long terme, mais effectivement là sur cette situation, oui, on peut dire merci le nucléaire. Et je vous rappelle que l'énergie nucléaire est l'énergie qui produit le moins de CO2. Le moins. Moins que les éoliennes, moins que les panneaux solaires, moins que beaucoup de choses. Remarque pertinente de Jean-Luc Mélenchon, écoutez. Pourquoi n'y a-t-il eu jamais la moindre sanction sur le pétrole saoudien quand les Saoudiens ont attaqué le Yémen ? Et pas une fois, ça dure depuis plus d'1 an et demi. Ah, ça c'est intéressant, ça, j'ai envie de dire. Ouais. Bah oui, pourquoi ? Pourquoi pas de sanctions contre l'Arabie Saoudite ? Pourquoi on laisse passer les réfugiés ukrainiens et pas les réfugiés maliens, sénégalais qui font leurs études en Ukraine ? Ils n'ont pas la même couleur de peau. Non, mais c'est une réalité. Non, mais vous l'avez vu quand même, oui, j'espère. Bien sûr qu'on l'a vu. C'est difficilement. Vous avez vu qu'au port de la Pologne, les étudiants africains qui étaient en Ukraine, on les a pas laissés rentrer en Pologne. Malheureusement. Ouais. Voilà. Donc, tiens, pour rigoler, il y a Jean Lassalle qui a un message pour les électeurs. Je dis à l'électeur, écoute, moi je me bouge. Bouge-toi le cul toi aussi. Bouge-toi le cul. Si tu les laisses faire, ils t'ont déjà tout préparé. Tu sais déjà la finale que tu auras et le vainqueur que tu auras. Ça y est, c'est oublié. J'adore. Jean Lassalle, il est extraordinaire. Il est bon. Mais c'est vrai, il a raison, non ? Bah, c'est ce que j'arrête pas de dire. Hein. Vous avez les élus et les politiques que vous méritez, c'est tout. Hein. Voilà. Si ça peut continuer pendant des décennies. Je sais plus qui disait, tu sais, quand on élit toujours les mêmes personnes, c'est qu'on n'est pas victime, mais complice. Non, mais si tu veux, le Français râle, mais il s'en mêle pas. Donc, il peut continuer à râler. Déjà, bientôt 3 € le litre d'essence. Franchement, j'aimerais bien qu'ils se mettent à râler. Laisse-nous digérer les 2,20 € déjà. À 1,50 les gilets jaunes étaient dans la rue. Oui, c'est vrai, ils sont où, là ? Ils sont pas. Voilà. Ouais. Le Covid a Alors, cassé non, il y a le Covid, il y a l'Ukraine, c'est vrai, etc. Ouais. Mais on pourra les gens ont peur, Karim. Non, mais on pourra pas tout mettre sur le dos d'événements... systémique extérieur. Ouais. À un moment donné, il va falloir quand même qu'on regarde un peu chez nous ce qui se passe et ce qu'on doit réellement faire. Jean Lassalle, il a raison.
Il faut se bouger. Moi, je vous le dis, pour être poli. Et on prendra un pari, un resto, Christophe. Qu'est-ce qu'il y a? Macron sera réélu dans un fauteuil. Ok, dans un instant, Yannick Jadot, sa cible, c'est Vladimir Poutine. À tout de suite. Hicham Tarak, il est là. Eh oui, Karim Alouache aussi, banquier d'affaires sur France Maghreb 2 dans le LGF avec vos appels au 01 40 33 9000. On est en plein zapping, les enfants. À 17h, je recevrai tout à l'heure Madame Salima Yambou, qui est une eurodéputée élue chez les Verts et qui a décidé et qui nous expliquera son choix de soutenir Emmanuel Macron. Voilà. Rendez-vous tout à l'heure à 17h. Nous parlerons aussi de l'élimination du Paris Saint-Germain tout à l'heure avec Razik Metich qui nous rejoindra. Hier, et c'est un accident industriel et des conséquences économiques de la guerre en Ukraine aussi. Nous en parlerons. Nous appuierons sur l'expertise de notre ami Karim Alouache. Alors, dans le zapping, il y en a un qui tire à boulet rouge depuis le début sur Poutine. C'est Yannick Jadot. Écoutez. Ça fait près de 20 ans que Vladimir Poutine fait des crimes de guerre. Il a fait des crimes de guerre en Tchétchénie, il a fait des crimes de guerre en Syrie, en bombardant des populations civiles. Il fait aujourd'hui des crimes de guerre en Ukraine. Donc évidemment, tout ce qui peut aller vers la Cour pénale internationale relève aujourd'hui d'une justice normale. Vis-à-vis d'un dictateur, d'un tyran qui, encore une fois, a organisé l'invasion d'un pays où les habitantes et les habitants veulent simplement vivre libres, tranquillement. On voit à quel point aujourd'hui l'Union européenne est devenue un acteur majeur dans cette guerre. Y compris, je pense que Vladimir Poutine avait misé sur la division des Européens, division que on a pu aussi, au fond, alimenter. Quand le président de la République, président de l'Union européenne, se déplace seul à Moscou pour parler en tutoyant Vladimir Poutine, dont on connaît les crimes de guerre, et qu'après c'est le chancelier allemand et d'autres, Vladimir Poutine a pu se dire, c'est comme d'habitude, c'est le défilé des dirigeants européens, ils me parlent pas ensemble, ils me parlent les uns après les autres, la réaction européenne sera molle. Heureusement, l'Union européenne est à la hauteur des sanctions, à la hauteur du soutien à la résistance ukrainienne, à la hauteur de l'exclusion de la Russie de la communauté internationale. Maintenant, il faut aller traquer les patrimoines des milliardaires russes dans tous les paradis fiscaux, évidemment en Europe, mais ailleurs. Il faut, je l'ai dit, ce grand plan d'investissement que nous appelons de nos voeux, qui est un plan de sécurité climatique et énergétique. Il faut s'en donner les moyens de notre souveraineté. Vous pensez vous aussi qu'il faut un nouvel emprunt commun comme c'est ce que je il avait été L'Allemagne ne le veut pas. L'Allemagne ne le veut pas, ne veut pas de dette supplémentaire. Vous savez, l'Allemagne, ils ont un fonctionnement, ils disent non jusqu'à ce qu'ils disent oui. C'est-à-dire que c'est comme ça, ils disent non, ils s'y préparent, et quand ils sont prêts, ils basculent de l'autre côté. Il y a aujourd'hui une guerre, les positions évoluent régulièrement. Voilà, Yannick Jadot, Karim et Hicham, amis auditrices, auditeurs, qui a une ligne très dure. D'ailleurs, il était favorable à ce qu'on envoie par exemple des armes en Ukraine, que la France s'en mêle, que l'Europe s'en mêle, pour soutenir les Ukrainiens. Alors moi, ce que je crois surtout, c'est qu'il ne faut pas aller dans l'escalade et il ne faut pas déclencher une guerre mondiale, parce que ça serait la fin de notre planète, tout simplement. On a de quoi, je crois, faire sauter, je ne sais plus combien de fois, la planète. Donc faut pas tomber, faut surtout pas aller dans l'escalade et tomber dans le piège. Il est excessif ou pas? Ça me fait rire. Non, il n'est pas agressif, en fait. Excessif, j'ai dit, pas agressif. Non, non, c'est pas qu'il est excessif, c'est qu'il fait de la politique et ça devient un peu lourdingue. Je crois que dans une situation de crise, c'était comme pour Covid, il faut faire preuve d'humilité et surtout de rassemblement et pas de division. L'histoire de Macron qui est allé seul, etc., il n'est pas là le sujet. Le sujet aujourd'hui, il est que ce qu'il propose de manière énergétique, heureusement, et moi je pense qu'on va réhabiliter ou rénover, développer et protéger encore mieux nos centrales nucléaires, parce que très clairement, on a la preuve qu'on ne peut pas vivre sans et qu'on en aura de plus en plus besoin. Quand on regarde la situation de l'Allemagne, qui a fermé ses 3 dernières centrales nucléaires et qui est maintenant pieds et poings liés, donc soit elles utilisent encore plus les mines de charbon et bonjour la pollution, bonjour le CO2, c'est pas du tout écologique, soit elle fait profil bas et puis elle achète son gaz et son pétrole, donc des énergies fossiles, parce que c'est bien beau de parler d'éoliennes, mais construire des centaines de milliers d'éoliennes, il faut de l'énergie, il faut du gaz, il faut du pétrole, parce qu'il faut les fabriquer. Et en plus, derrière, comme on l'avait dit une fois, on en avait discuté, on ne peut pas stocker les énergies. Donc, ça ne sert à rien. La deuxième chose, il dit Vladimir Poutine, ça fait 20 ans, mais hormis
cette année, là, et puis ce qui se passe avec l'Ukraine, mais les années précédentes, ça ne le dérangeait pas, ça dérangeait personne. Ouais. Ce que faisait Poutine, tout le monde allait en Russie, on faisait des affaires avec la Russie, avec tout le monde. Lui, quand je dis tout le monde, c'est il a jamais pris dans son. Est-ce que, je vais vous dire un truc, est-ce qu'au niveau de son programme de la politique internationale, il y a une seule mention contre la Russie? Non, d'ailleurs chez aucun candidat. Donc ça, c'est encore faire de la politique hypocrite qui ne sert à rien si ce n'est jeter l'opprobre sur un tel. On n'a pas besoin de ça. J'espère que pacifiquement, parce que personne n'a y gagné, pacifiquement, j'espère qu'on va sortir de cette crise. Bien sûr, on condamne tous, bien sûr, on est tous tristes pour les Ukrainiens, bien sûr, ça nous touche. Moi, je rappellerai qu'une chose, Kiev, c'est à 2 heures de vol de Paris. 01 40 33 9000, Abdel est avec nous, évidemment, pour prendre la parole. Salut, mon Abdel. Salut, j'espère que je t'ennuie pas trop à appeler tous les jours, mais c'est tellement passionnant. Quand on aime, on ne compte pas, Abdel. Hein? Quand on aime, on ne compte pas. Ouais. Alors écoute, moi, non seulement c'est politique, c'est journaliste, je te dis franchement, je vais pas avoir la langue dans ma poche, ils me donnent envie de vomir. Ces gens-là, ils étaient où quand les Irakiens, on parle presque d'1 million d'Irakiens, quand les Palestiniens se font massacrer, ils sont où pour emmener M. Bush et M. Tony Blair à l'ONU? Les États-Unis sont intervenus contre l'avis de l'ONU, illégalement. Pourquoi on ne demande pas l'arrestation de M. Tony Blair et M. Bush pour l'emmener au tribunal? Pourquoi? Moi, j'ai pas vu de petits drapeaux sur chaque coin de la télé irakiens, palestiniens. J'en vois pas. Alors moi, ces gens, tu vois, me donnent envie de vomir et je vais m'aller plus loin. Ce sont des véritables salauds. Je dis des salauds. Voilà, point final. Bon, eh ben c'est dit, mon Abdel. Voilà, c'est ton avis que l'on a entendu. Bon, alors, sinon, il y a eu un énorme clash hier matin sur CNews entre Morandini et Aurélien Lecoq de la France Insoumise. Écoutez, c'est chaud. Même les médias n'osaient pas prononcer cette expression de grand remplacement. Et aujourd'hui, c'est une expression qu'on entend sur toutes les chaînes. Surtout sur CNews. Bien sûr, parce que, encore une fois, le grand remplacement, c'est quelque chose d'extrêmement marginal. C'était une idéologie qui était portée. Attendez, Bertrand, un instant. Juste, Aurélien Lecoq, c'est débile de dire ça. Non, c'est la réalité, je suis désolé. Mais pourquoi surtout sur CNews, ça n'a pas de sens? Qui a hébergé Éric Zemmour pendant des années? Qui a ouvert l'antenne en permanence? Oui, mais attendez, là, il s'agit pas que... Au bout d'un moment, c'est débile. Non, mais attendez, monsieur Morandini, je suis désolé, il ne s'agit pas que de la parole des invités politiques, il s'agit y compris de la parole des éditorialistes. Oui, mais Éric Zemmour était employé par CNews, c'est vrai ou c'est faux? Eh ben, il parlait de grand remplacement à longueur de journée. Il y a un moment où il faut reconnaître. Voilà, donc ça gueule pendant un petit moment. Voilà. C'est ce que les gens aiment, ils aiment le sang à la télé. Hein. Ouais. Écoute, on est passé dans le sensationnel, les spectacles, les people. Bon, bah voilà. Maintenant, moi, j'ai envie de vous dire quand même une chose. Et François Bayrou qui donne ses parrainages à Zemmour. Ça veut dire qu'il donne son parrainage au grand remplacement. Et ça, on ne le juge pas. Dans un instant, on a le mea culpa de Robert Ménard et surtout la grosse bourde de... comment il s'appelle Alexis Corbière. A tout de suite. L'eurodéputé Salima Yambou sera mon invité dans quelques instants sur France Maghreb 2. Pour l'heure, avec Karim Alouache, avec Hicham Terak, nous continuons notre zapping. Et le mea culpa maintenant de Robert Ménard sur LCI au micro de David Pujadas. Et on écoute tout de suite évidemment ce que ça donne. Eh oui. Plaider coupable. L'empathie. Non, mais moi je vais plaider coupable. J'ai dit, écrit, publié à Béziers un certain nombre de choses, par exemple au moment des combats en Syrie et en Irak et l'arrivée des réfugiés chez nous, que je regrette, que j'ai honte d'avoir dit et fait. Parce que c'était pas bien. Parce que moralement, c'était pas bien, qu'il n'y a pas deux sortes de victimes. Il n'y a pas des Européens chrétiens qu'il faudrait défendre, et puis des gens qui ne sont pas européens, qui seraient au Moyen-Orient et qui seraient musulmans, qu'on aurait eu raison de ne pas accepter chez nous. Je crois que cette attitude-là, c'est une faute. Et je me l'applique. Je ne donne pas des leçons aux autres. Je n'ai pas l'habitude, j'aime pas ça. Je me l'applique. C'est pour répondre à votre question. Je crois qu'il y a une solidarité aujourd'hui de quasiment tout le monde par rapport aux réfugiés. Même Éric Zemmour change d'avis, en l'occurrence pour quelqu'un qui ne devait jamais changer d'avis. On voit bien que devant le poids de la monstruosité de ses propos, il se rend compte qu'il ne peut pas continuer à le faire, même s'il le fait avec des bémols. Mais en même temps, je pense que, en plus, je le dis pour nous, pour ce courant de la droite et tout, on a eu tort
de tenir les propos, et j'ai eu tort, comme ça évite de montrer les autres, j'ai eu tort enfin, en gros, vous savez, il y avait 2 poids 2 mesures. Aujourd'hui, on aurait raison de les soutenir et d'accueillir tous les réfugiés qui nous le demandent, et moi je les accueille, et puis il y a, 3 ans, ou un peu plus, ça faisait 4-5 ans, non, c'était pas bien. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pas européens, parce qu'ils sont pas chrétiens, parce que les bombes, elles sont pas différentes quand elles tombent sur mes amis à Kiev, et moi j'en ai plein, qu'elles tombent sur mes amis d'Alep, parce que j'ai des amis à Alep que j'ai défendus, que je suis allé voir au moment d'un certain nombre de prises d'otages et qui ont sauvé un certain nombre de journalistes, et je sais pardon de quoi je parle exactement là. Je crois qu'on a tort. Et vous avez raison de souligner ce 2 poids 2 mesures, et il est pas glorieux pour nous et pour moi. C'est pas fréquent d'entendre un responsable politique dire de cette manière, on n'a pas bien apprécié les choses, on s'est peut-être trompé. On s'est trompé, et c'est pas une erreur, c'est une faute. Alors là, pour le coup, dont acte, hein, Hicham. J'y crois pas en fait, j'y crois pas du tout. Il a tellement porté un discours qui allait à l'opposé que là c'est vraiment, je crois que je sais pas c'est même pas un mea culpa. J'ai l'impression que c'est juste pour justifier autre chose. Ou il va nous préparer une dinguerie bientôt et nous faire croire que. Ah, tu n'y crois pas? Il est pas sincère quand il dit ça. C'est lui qui voulait faire des listes ou qui a fait des listes des élèves dans sa ville qui mangeaient pas de porc et genre du jour au lendemain il dit non, c'est vrai que c'est pas bien, non. Non. Karim, t'y crois ou pas? Non, moi j'y crois pas. Enfin, j'y crois pas. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles je ne crois plus maintenant, et surtout le langage politique. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un effet d'annonce derrière. Voilà. Est-ce que ça présage d'un ralliement à quelqu'un ou quelqu'un d'autre ou quelqu'une Je ne sais pas, mais on a tellement vu de choses, on voit tellement des gens aller du bon côté de la vague ou du bon côté de... Ça, ouais. Voilà, c'est là où il y a la lumière, donc... Exact. C'est... Voilà. Après, bon... Dont acte, voilà. Pour finir, la bourde d'Alexis Corbière. C'était sur France Info, quand Alexis Corbière révèle ce qu'on peut appeler un secret défense. Écoutez. Si Jean-Luc Mélenchon est élu président dans 2 mois, est-ce qu'il continue les livraisons d'armes à l'Ukraine? Non, nous on a dit depuis... Vous arrêtez entièrement, mais plus rien. Premièrement, il y en a très peu. Vous parlez des armes françaises, franchement c'est des gilets pare-balles et quelques missiles anti-chars. Mais vous avez la liste, vous, Pardon? Vous avez la liste des armes fournies par la France? Eh bien, je vais vous dire, je siège à la commission défense et armée et je ne dois pas vous dire exactement... c'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'on ne la connaît pas, vous venez de nous la donner. Vous pouvez nous dire ce que la France a livré? Ça peut ressembler à ça. Mais vous venez de le dire. J'en sais, du moins... J'avais cru comprendre qu'il y avait un secret défense sur cette question, mais je me suis peut-être trompé. Écoutez, quoi qu'il en soit... La France a livré des missiles? Ce que je veux vous dire, c'est que le matériel... Alexis Corbière, vous venez de le dire, les auditeurs, les téléspectateurs l'ont entendu comme moi. Ont entendu des choses, mais non, mais qu'importe, c'est pas... Je ne sais pas le détail, mais ça ressemble manifestement... Ça ressemble manifestement à cela. Ce que je veux dire, de toute manière, pardon, ne me cherchez pas à me troubler, c'est pas le sujet, de toute manière, c'est au gouvernement français de vous dire les choses. Quoi qu'il en soit, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a une spirale d'événements qui peut nous amener à une dynamique extrêmement dangereuse. Ce dont nous parlons, c'est du fait qu'une puissance nucléaire, la 2e puissance nucléaire aujourd'hui, celle sans doute qui possède le plus en réalité de têtes nucléaires, mais à raison du vieillissement de son matériel, on va dire que c'est la 2e puissance nucléaire derrière les États-Unis, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, se retrouve engagé en raison des décisions irresponsables de Vladimir Poutine dans un conflit. Donc ce que nous devons faire, c'est prendre la mesure de cela pour prendre des décisions qui ne rajoutent pas une dynamique d'événements qui peut nous amener vers une guerre mondiale, ce que je ne souhaite pas et qu'aucun esprit responsable ne peut souhaiter. Donc le problème des armes, c'est qu'aujourd'hui c'est tel type de matériel. On va s'apercevoir demain que ça n'est pas efficace, on va monter en gamme. Et puis demain on va dire finalement qu'il faut envoyer l'aviation française et puis l'armée française. Et puis vous voyez à quoi ça nous amène? Je pense qu'aujourd'hui nous pouvons agir efficacement par des mesures économiques pour aller vers un objectif, la paix. Quel objectif? Réunir une conférence de l'OSCE, c'est ce que nous disons, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Réunir une conférence internationale sur les frontières, discuter de la situation, dire aussi, chaque fois ça choque quand je dis ça, mais qu'aussi il faut cesser toute avancée de l'OTAN, notamment aux frontières de la Russie. Incroyable quand même la petite bourde de Alexis Corbière là. Il a spoilé la fin de la série là. En fait. Donc France... Ça en dit long quand même sur le respect de la fonction, sur le sérieux des gens. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Non mais il s'est fait piéger. Non mais il s'est pas fait piéger. Non, un peu par la question. Non, quand c'est un secret défense, c'est que dans le privé, ce serait une faute professionnelle et vous dégagez, voire même des poursuites judiciaires quand vous avez
quand vous avez signé des engagements, des accords de confidentialité. Justement, s'il avait été en Russie, c'est grave ce qu'il a fait. S'il avait été en Russie, ça aurait été son. Non, mais c'est pas une question de Russie, c'est une question de. Tu fais partie de la commission des armées ou de défense. Je vais être vulgaire, tu fermes ta gueule. Point. Tu te tais. Tu n'as pas à raconter tout. S'il peut le dire sur un plateau, vous imaginez dans le privé? Non, mais un peu de sérieux. Donc ça veut dire aujourd'hui, grâce à Alexis Corbière, nous savons que la France a livré... Peut-être. Bah, a priori, c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est pas normal. C'est pas normal qu'ils le disent. C'est pas normal. Là, alors... Ça peut avoir des conséquences, ça, franchement. Non, parce que si la Russie découvre, je pense qu'elle le sait. Non, mais c'est pour se protéger. C'est pas. Il y a une chose entre se défendre, donc par exemple des gilets pare-balles, des choses comme ça, et attaquer. Le seul point, mais c'est ce que toute personne sensée et raisonnable doit penser. On peut pas aller dans un conflit. On va tous se faire péter. Ça serait suicidaire. Il n'y a pas de plus fort. Il n'y aura pas de gagnant dans un conflit. On va tous sauter. Exactement. Voilà. Ou sinon, on prend tous un avion pour aller à l'autre bout du monde. S'il y a un bout de la Terre qui sera épargné. Mais je ne crois pas. Et justement, je rejoins ce que dit Karim, c'est que ça dit du sérieux vraiment des personnes qui nous dirigent. Lâcher des infos comme ça, c'est vrai que c'est assez particulier. Tu te dis, au final, c'est des gens de la société civile. C'était un peu le délire de LRM, tu vois, justement, de récupérer un maximum de personnes. Mais je pense qu'il y a des moments où, sur certains postes, il faut des vrais gens. Corbière est député de la France Insoumise. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, après, quel que soit le clivage politique, c'est un manque de sérieux pour la fonction. T'es sur un plateau, tu sais ce que t'es en train de dire. Après, il a raison, le journaliste. Nous, on le sait pas, c'est secret défense. Et lui, il a livré au moins 2 informations. Clairement. Et si tout pète, tu imagines après derrière ce que tu vas dire à tes enfants. En parlant de mes enfants, je refais un gros bisou parce que je sais qu'ils nous écoutent. Et non, mais c'est flippant. J'avoue que c'est quand même flippant parce que des bourdes, on en a eu plein depuis 2-3 ans. Des bourdes, on en a eu plein sur tous les sujets, justement. Mais c'est des gens qui n'ont pas la mesure des fonctions. S'il est capable de livrer de telles informations sur un plateau, imaginez dans le privé. Bon, en tout cas, grosse bourde d'Alexis Corbière. Voilà pour ce qui est du zapping pour aujourd'hui. On va parler du PSG dans un instant avec Razik Metich qui nous rejoindra, de l'élimination du PSG, un accident industriel et des conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Mais pour l'heure, c'est mon invitée. Elle s'appelle Salima Yembou. Elle est eurodéputée. Elle est avec moi. Bonsoir Salima. Bonsoir. Bienvenue sur France Maghreb 2. Vous êtes eurodéputée depuis 2019, eurodéputée verte. Aux côtés de Yannick Jadot, jusque-là j'ai bon, en 2019. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, sauf que je ne suis pas encarté ELV. Ça, oui, vous faites partie d'un groupe indépendant écologiste en fait. Voilà. C'est ça. Comment qualifiez-vous la campagne de celui qui a été choisi à l'issue d'une primaire d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot? Une campagne d'entre-soi. Ouais. Voilà. Une campagne, finalement, on n'est pas. Je trouve que la campagne qui est menée n'est pas sortie de la primaire. On est encore dans une primaire, dans la queue de la primaire. Est-ce que Madame Sandrine Rousseau, qui est arrivée en 2e position, ne fait pas partie des éléments perturbateurs de cette campagne? On peut le croire, puisqu'elle a été sortie il y a quelques jours, il me semble, de la campagne, oui. Enfin pas de la campagne, elle a été sortie du staff autour de Yannick Jadot, donc je pense qu'il y avait une perturbation certaine et qui faisait que Yannick Jadot faisait à chaque fois un grand écart, vu qu'ils sont sortis pratiquement à 50-50 l'un et l'autre. Effectivement, on ne peut pas oublier la partie qu'elle représente et les électeurs qu'elle représente, ça c'est normal. Mais on voit que l'écart est tellement important qu'il est impossible de faire une politique qui soit à l'extrême gauche et en même temps sur un centre qui est représenté par Yannick. Donc ce grand écart, il était pour moi impossible dès le début. C'est dommage qu'ils aient attendu aussi longtemps pour s'en apercevoir. Mais aujourd'hui, voilà. Donc j'espère en tout cas, parce que moi je ne pars pas contre. On va parler après des dernières décisions que j'ai eues. Oui. Moi, je ne suis pas en contre Yannick Jadot, absolument pas. Ouais. Je pars pour des convictions, pour un cheminement et pour le résultat de ce cheminement.
Et vous pensez qu'il ne les porte pas, justement, ces convictions? Vous ne vous sentez pas représenté par vos convictions via la candidature d'Yannick Jadot aujourd'hui? Non, moi, dès le départ, mon écologie, et je l'ai vu encore plus au niveau européen, en fait, je me rapprochais de plus en plus au niveau écologique, mais aussi sur d'autres questions, beaucoup plus des Grünen allemands. Ouais. Et effectivement, c'est pas du tout la même façon de voir l'écologie. Et du coup, j'étais un peu seule dans le groupe français à être comme ça un peu déséquilibrée. C'est pas très agréable au quotidien, voilà, parce que vous êtes dans un groupe, c'est aussi ça, être dans un groupe politique, vous êtes dans un groupe, dans une délégation, et vous êtes toujours ballotté entre les deux, vous savez pas trop comment vous positionner, et puis voilà, puis tout seul, c'est encore plus compliqué, quoi. Salim Mayembo, pour rafraîchir un peu la mémoire de nos auditeurs, vous aviez fait sensation à l'époque où vous avez fait un bref passage chez les socialistes, à l'époque où on connaissait encore ce parti. Devant Manuel Valls, vous aviez poussé un gros coup de gueule qui avait été ultra médiatisé d'ailleurs à l'époque. Oui, mon coup de gueule. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir, justement? Ce que j'en garde comme souvenir, c'est un peu ce que je fais encore aujourd'hui, c'est-à-dire que à un moment, il faut que je sois... Moi, je suis une personne assez intègre, droite, et qui a besoin d'être claire dans ma tête. J'ai besoin d'être je dis alignée avec mes convictions. Et à partir du moment où je sens que je ne suis plus alignée, que ça ne va plus du tout, je ne peux pas rester. Donc moi, je vais pas rester juste pour avoir un mandat. Parce que j'aurais pu me taire, je sais plus en quelle année c'était là. J'aurais pu me taire, attendre et puis qu'on me donne un mandat. Mais c'est pas ça que je cherche. Moi, je veux agir et je veux agir selon mes convictions et être fière de ce que je vois le matin dans mon miroir, ne pas être en porte-à-faux avec ce que je défends. Et en général, je le dis. Je dis que ça ne va pas et je pars et chacun fait sa route. Ce Parti socialiste a continué à faire sa route sans moi. Oui, sa route vers la descente. Aussi, et voilà, et j'ai pas de souci à faire. On n'est pas attachés les uns aux autres comme ça toute une vie. Déjà, déjà la vie personnelle c'est pas le cas. Ça peut pas l'être dans la vie professionnelle. Après, il faut juste le faire. C'est pour ça que je ne suis pas là pour taper ni sur le Parti socialiste ni sur les écologistes. Ils défendent des choses, moi j'en défends d'autres, et on se rejoint sur certains points, sur beaucoup de points, que ce soit avec les socialistes d'ailleurs, avec qui j'ai beaucoup de relations au Parlement européen, qu'avec les Verts. Et voilà, ça y est, on prend d'autres chemins différents, on se recroisera sur certaines questions, et moi ça ne pose aucun problème, mais je suis pas là pour taper sur les uns et les autres. Salim Mayembo, franchement, oui. En toute honnêteté, oui. Ce quinquennat d'Emmanuel Macron, j'ai du mal à comprendre aujourd'hui que vous appeliez à soutenir Emmanuel Macron à plus d'un titre, parce que bon, vous faites partie, vous l'avez dit, d'une famille politique, même si vous faites partie d'un groupe indépendant, vous êtes rattaché au Vert, donc à tout ce qui est écologie. On ne peut pas dire qu'en matière d'écologie, il est brillé, Emmanuel Macron, par son quinquennat. On ne peut pas dire non plus qu'au travers de quelques lois quelque peu gênantes quand même, je pense à la loi contre le séparatisme, à la loi sécurité globale, qu'est-ce qui vous a poussé à en arriver à soutenir Emmanuel Macron aujourd'hui? Ce qui me pousse, c'est le global. C'est-à-dire que j'entrerai dans le détail et je suis prête à me battre pour faire changer de l'intérieur. Ça a toujours été mon souhait de faire changer de l'intérieur les choses. Ensuite, vraiment, je pense que retirer des choses dans un programme de 5 ans, ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est la vision globale. Et aujourd'hui, on est dans une situation, et ça, c'est beaucoup l'Europe qui m'a fait prendre ce virage et m'a fait voir les choses autrement. C'est justement, vous l'avez pas dit, mais je suis membre des commissions affaires étrangères, droit, sécurité, défense depuis peu. Et c'est vrai que le fait de travailler dans ces secteurs m'ont fait prendre comme ça un peu de hauteur et voir que les choses sont pas si simples que ça et qu'on ne peut pas décortiquer tout l'un à côté de l'autre et dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. C'est un ensemble. C'est un ensemble et on est obligé d'avancer. On n'avance pas tout seul. La France n'avance pas toute seule dans le monde. Elle avance déjà avec
avec les autres pays européens, elle avance aussi avec les autres pays dans le monde, et on voit des puissances émerger. Et aujourd'hui, il va falloir réagir par rapport à ça. Et là, on l'a vu avec la guerre en Ukraine, les peurs se sont déplacées. Et il faut rassurer tout le monde. Et aujourd'hui, dans le spectre des candidats, et j'élimine complètement l'extrême droite parce que pour moi, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas j'ai pas à choisir parmi ces deux candidats ou même d'autres petits candidats qui sont des satellites de ceux-là. Donc, hormis cela, je ne vois pas qui est capable aujourd'hui de porter les défis les défis géopolitiques. Qui nous arrive en pleine figure. Ouais. Ça, et on ne peut plus clair. Après, pour la question de l'écologie, bon, le bilan, c'est pas à moi de le faire. Ça, je le répète, le bilan d'Emmanuel Macron. Certes, il y a des choses sur lesquelles moi j'aurais pas demandé et fait la même chose. Il y a des choses qui ont été faites, d'autres qui n'ont pas abouti. Mais je l'ai vu hier soir, et j'ai pu échanger quelques mots avec lui. Et je lui ai dit que j'arrivais avec mon étiquette écologiste et que j'allais me battre là-dessus. Ouais. Et qu'il fallait absolument qu'on travaille sur ce sujet et que ce deuxième quinquennat rattrape ce qui n'a pas été fait au premier quinquennat. Au niveau national et international d'ailleurs. Salima Yambou, vous aspirez à un poste ministériel ? Non. Alors j'ai entendu dire qu'on était venu me débaucher. Alors en général, quand on débauche quelqu'un, c'est parce qu'on lui propose mieux. Ouais. Enfin, moi, je suis une des rares qui a soutenu le président et qui vient avec son mandat. Mais donc vous moi, je viens pas non. Avec mon mandat et j'ai rien négocié. De toute façon, il n'y a rien à négocier. J'ai absolument rien négocié. Oui, mais vous ne direz pas non à une éventuelle proposition. Franchement, j'y crois pas. Donc, ouais. C'est compliqué de répondre à une question comme ça parce que sincèrement, je n'y crois pas. Mais j'en sais rien. J'y crois pas, donc c'est compliqué de répondre à quelque chose auquel je n'y crois pas et quelque chose que je n'ai pas mis en tête. Je suis pas là pour négocier quoi que ce soit. Vous êtes toujours une femme de gauche, Salima Yambou ? Oui, et il y a un côté très gauche aussi parmi les personnes qui sont encartées en marche. Emmanuel Macron est-il un homme de gauche ? Salima Yambou, est-ce qu'Emmanuel Macron est un homme de gauche ? Moi, je pense qu'il est foncièrement un homme de gauche. Et il l'a prouvé il l'a prouvé... socialement peut-être, économiquement beaucoup plus de droite quand même. Socialement. Ouais. Économiquement, on est plus de droite, donc moi je vais essayer de faire pencher le côté économique plus à gauche et pour travailler à l'intérieur. Moi, je suis persuadée, et dans mon parcours, soit professionnel ou au niveau politique, j'ai toujours cherché le pouvoir, mais le pouvoir de faire. Ouais. Et pour moi, le pouvoir de faire, il faut être à l'intérieur. Moi, je ne supporte pas d'être toujours dans l'opposition. J'ai été conseillère municipale, et vous pourriez aller le vérifier, je ne me plaçais pas toujours dans l'opposition. Quand il y avait des choses qui étaient positives, je savais le dire que c'était positif, et pourtant c'était un maire de droite. Ouais. Et quand ça ne l'était pas, eh bien, je œuvrais pour essayer de convaincre. Et ça, sincèrement, ça a fonctionné sur beaucoup de points. Et même à l'Europe, sur Erasmus, j'ai été très surprise de m'être battue pour qu'un programme ne soit pas éliminé, un programme qui embêtait beaucoup la droite, et j'ai expliqué comment on pouvait l'utiliser pour l'inclusion qui était portée en drapeau, notamment des populations les plus défavorisées. Et quand j'ai expliqué, parce que je suis du terrain et je sais de quoi je parle, eh bien quand j'ai vu dans la bouche de la présidente PPE reprendre en disant « j'ai repris les arguments et c'est vrai, il faudrait faire comme ça », etc. Eh bien là, sincèrement, vous êtes contente parce que vous êtes battu de l'intérieur et le résultat est que ce programme existe encore. Salima Yambou, en tout cas, vous assumez parfaitement votre choix. Vous en êtes expliqué ici. On va attendre de voir ce qui va se passer. Cette élection présidentielle qui est un rendez-vous important démocratique dans notre pays qui va se dérouler les 10 et 24 avril. Pour vous, les jeux sont faits ? Ah non, surtout pas. Je pense qu'au contraire, les jeux ne sont pas faits et il faut arrêter de croire et de dire ça. On est une démocratie. C'est les sondages qui le disent, c'est pas nous. Oui, non, bien sûr, mais moi, les sondages, c'est pas les sondages qui me font vibrer, c'est ce que disent les Français. Ouais. Donc aujourd'hui, ça influence un peu quand même. La confiance, voilà, ça influence évidemment, mais la confiance qui a été donnée aujourd'hui, je pense qu'on doit, en tout cas,
le président doit la déposer aux pieds des Français, cette conscience. Ouais. Et lui demander s'il la lui redonne. Ouais. Voilà. Et non, je pense que surtout pas. Ça, c'est un discours que j'aimerais que l'on ne diffuse plus, même si vous avez raison, les sondages influencent, les sondages, etc. Mais au contraire, il faut continuer à se battre sur le terrain, à essayer de convaincre, malgré des choses, comme vous l'avez dit, qui n'ont pas été, des promesses qui n'ont pas été tenues parce que Covid, parce que pragmatisme, parce que voilà. Donc il faut aller expliquer aux citoyens et à tous les citoyens. Et moi, je me bats pour que, justement, si je sors de ce parti unique qui ne parle pas aux populations les plus éloignées de la politique et de l'écologie, c'est les quartiers dont je viens, et les quartiers ruraux, parce que maintenant j'habite en Seine-et-Marne et j'ai fait connaissance de ces quartiers ruraux qui ont beaucoup de similitudes avec les quartiers populaires autour des villes. Et je crois qu'il faut aller vers ces personnes-là et les convaincre d'aller voter et de ne pas, surtout pas se dire que les jeux sont faits. Surtout pas. Madame Yembou, merci d'avoir répondu à nos questions. Salima Yembou, future ministre. Voilà. Écoutez, je reviendrai si c'était le cas, mais sincèrement, je ne crois pas. Écoutez, je reviendrai avec alors là, vous dites quelque chose d'important. J'espère en tout cas que lorsque vous serez ministre, si toutefois ça arrive, vous n'avez pas changé de numéro de téléphone, qu'il va falloir passer par diverses personnes pour que vous puissiez venir et qu'on ait le plaisir de vous avoir sur notre plateau, Salima Yembou. Alors, si vous me connaissiez, parce qu'on ne se connaît pas très bien, c'est mais vrai. Si vous me connaissiez, et je le dis là à la radio parce que de nombreuses personnes me connaissent, je n'ai pas changé d'un iota depuis que j'ai été élue. Et je crois que vous avez près de vous quelqu'un qui a retrouvé mon numéro de téléphone, qui avait absolument pas changé et à qui j'ai répondu tout de suite. Mais je l'ai depuis longtemps, votre numéro de téléphone, Salima Yembou, sachez-le. Donc il n'a pas changé. Merci beaucoup en tout cas et bon courage pour la suite. Merci. Je rappelle que vous êtes eurodéputé. Hein, ça, c'est la bonne planque, eurodéputé, non? Eh ben, venez passer une journée. Eh ben, vous savez quoi? Vous voulez venir passer une journée avec moi? Avec plaisir. Eh bien, je vous invite et vous repartirez, à mon avis, bien plus épuisé que moi. Très bien, bah écoutez, l'invitation est lancée. Merci beaucoup Salima Yembou, à très bientôt. Au revoir. Voilà, elle m'invite les gars à aller au Parlement européen. C'est beau ça. Apparemment je vais être plus fatigué qu'elle. Voilà, bon, convaincu ou pas par le choix de Salima Yembou qui dit vouloir soutenir Emmanuel Macron? Bof. Voilà ma... C'est pas gentil ça. Non, moi je vais te dire ce que je pense parce que je dis toujours ce que je pense, même si je me Karim Alouache, il s'appelle. Hein. J'en ai rien à faire parce que. Alors, est-ce qu'elle a quitté Europe Écologie Les Verts? Non, mais elle n'est pas Europe Écologie Les Verts. Elle est dans un groupe indépendant. Oui, mais elle a été élue sur quelle liste? Sur la liste des écolos. Oui. Bon, voilà. Donc, elle a été élue par les écologistes français. Oui. Donc, voilà. Ça, c'est la première règle. La deuxième chose, c'est que. L'argument qui consiste à dire je vais les combattre de l'intérieur, c'est fini. On est d'accord. On en a vu 10 000 qui nous ont raconté ça. C'est non, 2001, moi j'aime pas l'extrême droite, mais je vais rentrer avec eux, je vais les combattre de l'intérieur. C'est pas ce qu'elle a dit. Hein. Non, je vais te dire un truc. Moi j'aime bien les gens qui s'assument. Voilà. Il y a les élections européennes qui arrivent en 2024 et elle va finir son mandat de député. Et effectivement, comme tout le monde le sait, que Macron va être réélu, donc vaut mieux être sur la liste de Emmanuel Macron en 2024 aux élections européennes. Et puis elle lui rappellera, mais vous vous souvenez, moi, je vous ai donné mon soutien. De toi à moi, en toute logique et conviction politique, si c'est une vraie écologiste, elle soutiendrait Jadot. Oui. Tout simplement. Non, mais à un moment donné, ça s'appelle des convictions et des valeurs. Dire, eh ben écoute, moi j'ai changé de camp, voilà. Comme tu passes de, je sais pas, j'allais dire de l'OM au PSG, peu importe. Mais c'est exactement la démonstration qu'a fait Emmanuel Macron en politique. N'importe qui aujourd'hui peut quitter son mouvement. D'ailleurs, il n'a même pas besoin de quitter puisqu'il permet la double appartenance. Après, tant mieux si elle réussit sa carrière politique et elle sera passée de institutrice à député européen, puis peut-être ministre, tant mieux pour elle. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas l'assumer honnêtement. Tu as raison, tu as posé des bonnes questions sur les valeurs, sur l'écologie, sur le racisme, sur la discrimination. Non, mais je vais essayer de les faire changer d'avis. Et qu'est-ce qui t'empêche de les faire changer d'avis sans être avec eux dans le même camp? Dans ce cas-là, allons-y, signons tous avec Zemmour ou Marine Le Pen, et on va essayer de les faire
faire changer de l'intérieur. Et puis on sera tous avec eux, donc on va gagner aussi. Mais moi, ça me met en colère, ces attitudes. Comment il s'appelle le soutien là qui s'est fait agresser de Zemmour? Je sais pas quoi là. C'est exactement la même chose pour moi. Non, mais moi, j'ai un grand respect pour cette personne que je trouve fort sympathique. Je me souviens lorsqu'elle avait interpellé Manuel Valls quand elle était au PS. Mistral. Voilà. Elle a été élue. On sait ce que c'est que les élections européennes. Les élections européennes sont une élection de liste. C'est-à-dire que si la liste portée par les écologistes français, donc Europe Écologie Les Verts, vous met en haut, vous êtes élu. Alors, d'une part, vous leur êtes un minimum redevable. La deuxième chose, c'est non, mais maintenant, à la limite, elle peut soutenir Macron sans y aller. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Assume tes choix. Tu préfères aller chez Macron, va chez Macron et tu dis, voilà, j'ai envie d'aller là-bas parce que c'est l'équipe qui gagne et j'ai envie de faire partie de l'équipe qui gagne, voilà. Docteur sera avec nous dans un instant, il a une remarque à faire par rapport à la députée. Et on parle du PSG, éliminé. Accident industriel ou pas? Point d'interrogation. Le Grand Forum, merci d'être avec nous. Vous le savez, si vous écoutez régulièrement le LGF, on vous avait révélé en exclusivité mardi l'arrestation de l'avocat franco-palestinien Salah Hamouri qui a été arrêté à son domicile lundi matin. Et bien, on vient d'avoir des nouvelles. Elsa vient de m'envoyer un petit message. Alors, la décision est tombée. Il fera 4 mois de détention administrative sans aucune charge qui pèse contre lui, renouvelable si besoin au bout des 4 mois. Voilà la décision qu'on a. Donc bienvenue dans la plus belle démocratie du Moyen-Orient. En l'occurrence en Israël. 4 mois de détention administrative sans aucune charge contre lui. On aura Elsa demain, hein. Donc l'épouse de Salah Hamouri au téléphone sur France Maghreb 2. Je suis consterné, franchement consterné de voir que... c'est chaud. Ça continue, toujours et encore, dans un silence absolument implacable. Que fait la démocratie la diplomatie de ce pays? Il est français, hein, Salah Hamouri. Il est franco-palestinien. Voilà. C'est absolument scandaleux. Razik est avec nous, ainsi que le docteur. Docteur, bonsoir. Vous vouliez réagir, vous, sur l'interview de la députée, eurodéputée, Madame Salima Yambou. Bonsoir, mes amis. Bonsoir, monsieur Karim Alouas. Eh ben, je vous félicite... Bonsoir. Pour tout ce que vous avez parlé et vous, Madame la députée, perdre votre calme. Vous êtes bon. On n'a que des sages aujourd'hui. Enfin, je sais pas que je critique les autres journées, Monsieur Christophe. Quelle sagesse vos interlocuteurs aujourd'hui qui vous collaborent là, à tout égard. Donc, je vais me résumer. J'étais responsable du comité d'aide médicale 2001-2002 à Kiev. Ouais. La chose que je vous ai pas déjà dit. Après la guerre de Kosovo, bon, c'est pas le moment d'aller. Et je connais très bien l'Ukraine. Malheureusement, c'est une guerre fratricide entre les chrétiens orthodoxes. C'est pas là ce que je vais vous dire. Là où je vais revenir, c'est-à-dire, on a allumé le feu en Europe. Madame la députée, elle rejoint Monsieur Macron. Bah, c'est une sagesse, Monsieur Macron, notre président. Jeune sage, il essaie de faire les intermédiaires, éviter la guerre, alors que elle quitte les Verts. Alors Monsieur Jadot lui-même va en guerre. C'est grave. Il a raison, Monsieur Arvache, quand il dit qu'il faut assumer, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'Europe, il va se trouver en porte-à-faux avec la Russie, alors que la Russie actuellement, ce qu'on appelle Eurasie, avec les Chinois. Donc actuellement, la sagesse pour nous en Europe, l'heure est grave. Parce que quand j'intervenais pour la guerre en Syrie il y a 10 ans, c'est rien par rapport à ce qui va se passer en Europe. D'où la sagesse actuellement d'essayer d'arranger les choses. Et pas allumer les feux comme ils font les va-t-en-guerre, les Verts. Et en plus, les Verts, c'est là que je reviendrai une autre fois sur le détail de l'Ukraine. Là où c'est grave pour les Verts, il va aller chercher le gaz de schiste, Monsieur Jadot, des États-Unis pour le liquéfier. Alors bonjour les dégâts, bonjour la nature, bonjour, etc., etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez, mes amis, Monsieur Alouache? Et les coups, non, mais vous avez entièrement raison. Vous savez, moi, je ne juge pas les gens, mais j'aime les gens qui assument leurs décisions. Jadot qui sera mon invité le 25 mars. D'accord. Je vais lui poser. Quelle date, monsieur? Le 25 mars, il sera mon invité. Je vous écoute, monsieur. Dommage, parce que je pars aux États-Unis le 25, je ne pourrais pas être là, mais moi, j'aime bien les gens. Il n'y aura personne, hein, c'est que moi et lui, hein, donc je vous le dis, hein, direct.
Moi, j'aime bien les gens qui s'assument. Voilà, vous prenez une décision, vous faites un choix et vous assumez clairement vos choix. Moi, je suis pas là pour juger. Moi, quelqu'un qui me dit, le camp du plus fort, c'est Macron, je rejoins Macron. Voilà, ok, c'est une bonne raison de rejoindre. Si elle va faire la paix, mais pas pour ne pas assumer. Voilà. Maintenant, moi, je suis un homme de paix. Ouais. Il y a que ceux qui n'ont il y a que ceux qui n'ont jamais vécu la guerre qui vont vous dire, allez-y, on va mettre nos armes, etc. C'est suicidaire. On se fait tous sauter. Attendez. Non mais. Excusez-moi de vous interrompre. Moi, la guerre, les missiles soviétiques à Cuba en 62, j'étais gamin. J'avais 4-5 années. Je me rappelle, ma mère pleurait toute la nuit. Elle a dit, on va disparaître. On était au Liban, à côté de Beyrouth. Voyez-vous, donc les gens qui. Il faut s'assumer. C'est grave. L'heure est très grave dans le monde. C'est pas la peine d'ajouter l'huile sur le feu. Exactement. Moi, ça ne veut pas dire que je vais aller voter pour M. Macron. Attention, il le sait, M. Christophe. Mais au moins, il essaie d'arranger les choses. Ouais. Voilà. Merci, docteur, pour votre intervention. À très bientôt. Donc, je rappelle l'info qui vient de tomber, parce que vous ne l'entendrez pas sur BFM, évidemment. Ça concerne Salah Hamouri, l'avocat franco-palestinien qui a été arrêté à son domicile à l'aube, lundi matin. La décision vient de tomber, donc 4 mois de détention administrative sans qu'aucune charge ne pèse contre lui, 4 mois qui seront renouvelables si il le décide, bien sûr. Donc c'est 4 mois pour l'instant où il est détenu en Israël sans aucune charge qui pèse contre lui. Ainsi, bienvenue dans cette belle démocratie. Razik Metish est avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, juste avant de parler de l'élimination du Paris Saint-Germain hier en Ligue des Champions, je vous propose d'écouter la réaction un peu énervée, à l'image des supporters parisiens, de Yannick Noah. Écoutez. J'en ai marre de cette équipe qui pompe tout le temps. J'en ai marre. Voilà, il est énervé, Yannick Noah. C'est sûr que c'est lui ? Ah oui, c'est sûr. C'est Yannick Noah, très énervé, sur Instagram. Vous pouvez aller voir, vérifier par vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé, mon Razik ? Accident industriel en live. On est d'accord. Alors, pour rappeler un petit peu ce qui était en jeu, le Qatar est arrivé en France en 2011. Oui. Via QSI, le fonds d'investissement qatari, pour reprendre le Paris Saint-Germain. Et le but, et je reprends les termes de Nasser Al-Khalifi à l'époque, c'était en 10 ans de gagner la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, force est de constater que c'est un échec patent. C'est la première chose. Un échec d'autant plus patent vu les sommes investies et les sommes consenties et les investissements qui ont été faits par le Qatar. J'en veux pour preuve juste que sur le dernier mercato, le PSG a acheté Lionel Messi, a récupéré Lionel Messi du FC Barcelone, qui est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps. Le Paris Saint-Germain a récupéré Wijnaldum, qui est actuellement le capitaine des Pays-Bas et qui était un pilier du Liverpool, qui avait gagné la Ligue des Champions il y a 2 ans. Ils ont recruté Sergio Ramos, la légende madrilène. Ils ont recruté Achraf Hakimi, le jeune espoir marocain, l'un des meilleurs latérales au monde. Donc vraiment, ils ont recruté Donnarumma, le meilleur gardien, enfin celui qu'on présentait avant le match d'hier comme le meilleur gardien, voire l'un des meilleurs gardiens au monde. Oui, parce qu'il a offert le premier but du Real Madrid. C'est pour lui. Ouais, c'est pour lui. Alors, voilà, c'est cadeau. Donc, vu tous ces investissements, aujourd'hui, ce qu'il faut se rendre compte, aujourd'hui, la Ligue des Champions commence. Ça veut dire, lorsque vous êtes le Paris Saint-Germain, c'est ça. Les matchs de poule de Ligue des Champions sont un petit peu, en quelque sorte, une répétition. Ouais. Le vrai morceau de la Ligue des Champions commence à partir du mois de février. C'est ça. Donc aujourd'hui, c'était le premier match à élimination directe et qui a un petit peu, qui cristallise un petit peu toute l'attention, toute l'effervescence et tout l'amour des passionnés de football. Ce sont vraiment ces matchs-là que les passionnés de football aiment le plus. Bien sûr. Le premier match, le Paris Saint-Germain avait fait le travail, mais d'une manière minime. Je m'explique, ils avaient archi-dominé le match au Parc des Princes, mais ils n'avaient gagné que par la petite démarche, c'est-à-dire qu'ils n'avaient gagné que 1-0. Pour rappel, Lionel Messi avait raté un penalty, et pour rappel, si par exemple Lionel Messi avait mis son penalty, peut-être que Paris Saint-Germain n'en serait pas là. Ouais. Ça c'est juste pour la parenthèse fermée. Donc ils se rendent au Bernabéu hier pour se qualifier pour les quarts de finale. Quarts de finale, c'est un objectif vraiment minimaliste pour le Paris Saint-Germain, mouture 2021-2022 avec l'argent de QSI. La première mi-temps est maîtrisée, il rentre au vestiaire avec 1-0 à la marque. Et avec un but hors jeu qui n'était pas vraiment hors jeu. Hein, mais bon. Non, il était pas hors jeu. Il faut vraiment sortir la règle. C'était vraiment millimètre près. Ouais.
Voilà, c'est un peu dommage pour les Parisiens. Je crois qu'il y a le deuxième but du Real, je crois, il est un peu hors jeu quand même aussi. Hein. Ah non, il n'y a pas eu de... Non. Achraf Hakimi couvre toute la ligne et couvre Benzema. Donc 60e minute, pour l'instant rien n'a signalé sur le match. Donnarumma reçoit une passe en retrait. Donnarumma, je ne sais pas pourquoi, essaie de dribbler Karim Benzema. Karim Benzema est là pour le coup. Faute il y aurait pu avoir, mais faute n'a pas été sifflée. Karim Benzema charge Donnarumma. Donnarumma, dans la précipitation, relance très mal. Vinicius récupère, redonne à Karim Benzema et le score est à 1-1. Et là, on se dit que c'est encore possible. Là, on se dit que c'est encore possible, mais moi, en fait, c'est vraiment dans la gestuelle et dans le psychologique où ça m'a vraiment marqué. On est d'accord. 1-1, lorsqu'ils prennent le but, le Paris Saint-Germain est toujours qualifié. Ouais. Sauf qu'on voit les mines déconfites, on se dit qu'il commence à avoir un rat dans la tête et que ce rat s'appelle remontada. Ouais. Malheureusement, le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, à partir du moment où il y a un grain de sable qui rentre dans la machine, on se rend compte que la machine n'est que du vent. Ça veut dire, avant la 60e minute, on aurait pu même avoir un score faible pour Paris Saint-Germain. À partir du moment où Karim Benzema a marqué le premier but, a égalisé, la machine s'est enrayée. Le deuxième but, il fait suite à une grosse pression du Real de Madrid pour aller marquer. Et le troisième but, je vous le donne en mille, c'est sur l'engagement du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain engage, ils perdent la balle au bout de 3 secondes, contre-attaque et but pour le Real de Madrid. Très beau but, le dernier but de Karim. Dernière chose à dire sur ça, Karim Benzema, KB9. Ouais, c'est la grande satisfaction d'hier soir. C'est actuellement, et je mets au défi n'importe qui de me trouver le contraire, c'est actuellement le meilleur joueur du monde. Et on est sur un actuellement qui dure depuis 2 ans. Il a de lui-même, lui tout seul, quasiment éliminé le Paris Saint-Germain tout seul, sachant qu'au match aller, il est sur une jambe. Comment il a pu être mis à l'écart de l'équipe de France autant? Mais heureusement qu'il l'a rappelé. Il faudra poser la question à Manuel Valls. 34 ans. Non, mais Manuel Valls. Manuel Valls, bien sûr. Il n'y a pas que lui. Oui, il y a Manuel Valls, mais bon. Le président de la, je sais pas moi, la Fédération française de football était. C'est quoi ça, la Fédération française? C'est une honte, bien sûr. Non mais bien sûr. Il a suivi ses politiques. Ouais, mais c'est quoi la Fédération française de foot? C'est qui le patron? Celui qui met les bouteilles. Au ministère des Sports et puis rattaché au Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, qui a demandé et qui a obtenu la tête de Karim Benzema. C'est une honte ce qu'ils lui ont fait. Et respect, 34 ans le gars. Non mais moi par contre aussi, il y a une chose, moi hier dans la petite satisfaction que j'ai pu avoir en regardant le match, mis à part qu'on a eu quand même du beau football, ça a été le fait que Benzema, en tout cas le Real, a pu aussi fermer le caquet à tous nos spécialistes sur les plateaux de télé. Alors je n'ai absolument rien contre Mbappé, je kiffe le joueur. Franchement, rien à dire. Mais l'encenser tellement, et tu sais, arrive un moment, on en perd toute logique, tout discernement. J'entendais des trucs, mais tu sais, à un moment, ils y allaient trop. Mais, alors, bougez pas, les gars. Bougez pas. On va en parler dans un instant, juste après la petite pub, parce qu'il y a de la pub quand même. Vos appels au 01 40 33 9000. Et pour parler d'Mbappé, ça y est, c'est plié. Il part en Real, Razik. Réponse dans un instant. Oui. Alors, notre Razik Métiche, je dois le libérer bientôt, très rapidement. Razik Métiche, est-ce qu'on peut dire là clairement aujourd'hui, au lendemain de cette défaite du Paris Saint-Germain, élimination qui est pour moi, et c'est là que je posais la question, un accident industriel, et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. On est Kylian Mbappé, on a beau être le Qatar, des très beaux commerçants, ne connaissant rien au foot, pardon de le dire mais c'est la vérité, t'es à la place de Kylian Mbappé, tu te barres? Oui, je pars tout de suite. Ouais. Je pars au plus vite. Enfin, faut prendre la mesure du joueur qu'est Kylian Mbappé. Il veut marquer l'histoire du football. Il veut remporter le plus de trophées possible. Et il se dit que là, tout de suite, il est en retard par rapport à son calendrier, par rapport à ses échéances. Et il est en train de se rendre compte qu'il ne pourra malheureusement jamais gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. En tout cas, il y a peut-être une satisfaction, peut-être du côté de Didier Deschamps, qui se dit avec ce mondial qui approche, Benzema, Mbappé en attaque, ça va être de la folie. Ça va être de la folie. Après, on va pas refaire l'arrogance. On l'a vu pendant l'Euro, lors de l'Euro. Enfin, à condition qu'on change notre défense. On a quand même 2 des meilleurs joueurs du monde dans notre effectif, avec N'Golo Kanté, avec Pogba. Enfin, on a vraiment une très très belle équipe. Ouais. Et pour en finir avec le PSG, on a Pavard en aussi. termes d'organigramme, donc vous aurez toujours cette structuration bicéphale. Vous avez un président à Paris, un autre à Doha. On ne sait pas qui entraîne, on ne sait pas qui fait la composition d'équipe, on ne sait pas quelle est l'attitude de l'entraîneur.
Je pense qu'il paye assez chèrement durant toute l'année ce problème-là. Non, mais il faut que Nasser et Leonardo se cassent. Vraiment. Enfin, ne pourront pas passer un cap sans régler ce problème-là. Leonardo et Nasser doivent partir, c'est tout. Voilà, c'est clair. Il y a eu, juste pour terminer, sur le PSG, avant d'écouter Hicham et Karim, il y a eu des petites altercations apparemment entre Donnarumma et Neymar dans les vestiaires. Ça peut avoir un impact et casser un vestiaire, ça? Ah, ça pète un vestiaire. La saison va être très très longue parce que là, les prochaines échéances, ça va être Brest, Reims, etc. Ça va être les affaires domestiques. Comme le Qatar et le PSG pissent un petit peu sur la Ligue 1, ils vont s'ennuyer fortement. La première chose. La deuxième chose, oui, il y a eu de fortes tensions. Il faut savoir que Donnarumma est en concurrence avec Kylian Navas et que peut-être le vestiaire est en train de se scinder en deux. Et là encore, Pochettino n'a pas tranché la question. Et là, peut-être qu'il vient de tuer ces deux gardiens. Parce que Donnarumma, il va se retrouver dans un état psychologique lamentable et que Kylian Navas, il faudra qu'il digère le fait de ne pas avoir été titulaire hier soir. Ouais. Et enfin, la dernière chose, on voit bien que la politique de starification n'a pas de sens. Parce que vous avez un Lionel Messi qui, pendant les 20 dernières minutes, est en train de marcher sur la pelouse. Ah, mais c'est du Messi. Vous ne pouvez pas le sortir, vous mettez une balle dans le pied, vous jouez à 10 contre 11. Et tout en sachant qu'avec ce qui s'est passé l'après-match, tu sais que là, justement, je suis un peu sur Twitter, il y a quand même 28 mois de prison requis contre Nasser El Khelaifi. En Suisse. Exactement, par rapport au FIFA Gate. Donc t'imagines là comment que c'est super, ça sent mauvais, quoi. Il y a eu aussi Leonardo et Nasser qui sont partis chatouiller un peu les arbitres à la fin du match. Pour revenir au football, moi, d'abord, hier, on a eu un super spectacle, faut être honnête. Des matchs comme on rêve en voir plus souvent. Voilà. La deuxième chose, au niveau de Paris, Kylian Mbappé a fait un super match, mais on ne peut pas gagner un match tout seul. Je l'ai même vu à un moment donné agacé sur le côté parce que ça suivait pas. Il y a un vrai sujet mental dans l'équipe du PSG. Mentalement, le Real a été plus fort. Je suis désolé. Le gardien du PSG Donnarumma fait une faute, mais à 1-1, Paris est toujours qualifié. C'est-à-dire que Real doit aller chercher le deuxième but. Mais Karim. Non, attends. Là-dessus, moi, je crois surtout, un grand club, c'est d'abord une âme. C'est d'abord un coach qui inspire le respect que personne. Tu sais, un grand coach, c'est qui? Ce que disait Arsène Wenger. Il y avait une très belle émission hier sur Arsène Wenger et sur son nom m'échappe. L'ancien coach pendant des années de Manchester United. Ferguson. Ouais. Ces gars-là peuvent sortir n'importe qui du terrain à tout moment. Ouais, sauf que si t'as un mec qui s'appelle Leonardo et qui vient. Non mais c'est ce qui manque. C'est le problème de à Paris. Karim, comme tous les supporters. J'en ai marre. Il y a un truc aussi. Est-ce que t'as regardé pendant le match? Est-ce que vous aviez vu aussi quand même le comment on appelle ça, le calme d'Ancelotti? Moi, ça m'a marqué quand même. Non, mais. Parce qu'il y avait une pression incroyable. Il a donné une leçon de football hier, Ancelotti, Razik. C'est simple, il a fait rentrer les deux bons joueurs au bon moment, aux bonnes places. Le match, il a complètement été différent, hein. Razik, Karim, Christophe, vous vous rendez compte que sur le banc, il y a un truc qui est. Enfin, faut pas oublier, sur le banc du Real, t'as Bale, t'as Hazard. T'as qui d'autre encore? T'as Marcelo. Tu te rends compte un peu du level quand même, non, mais de rien. Ce que je veux dire, alors, c'est que Razik, je te libère. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Salut mon Razik. Non mais un grand club, c'est un tout. C'est un banc, c'est le staff technique, c'est le coach, c'est les supporters. Vous avez vu comment les supporters du Real ont porté le Real. Mais voilà. Après. Bien sûr, moi je suis comme toi, Christophe, j'aurais voulu que Paris gagne parce que j'ai envie de revivre une victoire de Champions League et pour l'instant, c'est Bernard qui nous l'a ramené, hein, la seule. Mais de l'autre côté, tu vois, je suis aussi. Obligé de dire ça, Karim. Non, parce que je suis quelqu'un de juste. Je dis la vérité. Pas juste, moi. J'ai pas envie d'être juste aujourd'hui. Attends, on enfonce le couteau. Je crois que vous êtes éliminé en plus de la Coupe de la Ligue, en plus. Non, mais on s'en fout de la Coupe de la Ligue. C'est important, même le championnat, on s'en fout. La saison. La seule chose. Hicham est avec nous. La seule chose qui compte, c'est la Champions League. Hicham. La saison. Salut, mon Hicham. Tu nous appelles d'où, mon Hicham? De Paris, parisien. Parisien. Un vrai Parisien, Hicham. Un vrai Parisien, Christophe. Écoute, moi, je voulais juste mettre un petit coup de gueule par rapport au match d'hier. Déjà, je sais même pas comment tu fais encore pour supporter cette équipe, Christophe. Mais parce que moi je suis un supporter du PSG bien avant l'arrivée il est fidèle. Qataris. Et quand on aime une équipe, on la supporte y compris quand elle perd. Je suis pas un lâche, moi.
Écoute, moi, en fait, depuis que les Qataris sont arrivés, c'est fini. Plus jamais, plus un pied au Parc des Princes. L'équipe, elle me donne plus envie de la regarder, en fait. Ouais. Non, mais ce qui est triste, c'est que sur le banc, il y avait des gens qui avaient envie de jouer. Hein. Il y avait vraiment des gens sur le banc parisien qui avaient vraiment envie de faire le match. Les Qataris, ils sont pas venus pour le football. Ouais. Parce que moi, je trouve qu'ils ont fait une erreur. Ouais. Aller acheter des joueurs, je sais pas, 200 millions, 180 millions. Non, c'est pas ça. Moi, j'aurais pu leur conseiller de faire investir sur un centre de formation. Sortir des joueurs du centre. Bah bien sûr. En fait, il faut arrêter de recruter des joueurs pour leur individualité et il faut mettre maintenant des joueurs qui jouent au service, c'est peut-être un peu moins connu, mais qui jouent au service de l'équipe. Merci mon Hicham en tout cas. Ils auraient clairement pu développer des centres de formation incroyables sur l'île de France. Bien sûr, le plus gros vivier d'Europe. Mais c'est un tout. C'est la preuve que l'argent n'amène pas à la victoire et tu peux avoir un ensemble d'individualités et de stars. Belle transition, mon Karim, dans un instant, les conséquences économiques de la crise en Ukraine, à moins que vous souhaitiez qu'on parle du PSG, c'est comme vous voulez, 01 40 33 9000. On peut parler de Modric, on peut parler de Modric, je sais pas. Oui, respect lui aussi. J'en ai marre. À tout de suite. 36 ans, hein. À tout de suite, juste après la pause, la dernière. Surtout, c'est la Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Si vous nous rejoignez, je vous rappelle, on a des nouvelles de Salah Amouri qui, vous le savez, a été arrêté lundi matin à son domicile à Jérusalem par la police israélienne. Et la décision est qu'il est donc 4 mois détenu en détention administrative sans aucune charge qui pèse contre lui, renouvelable si besoin et s'ils le veulent en fait. Voilà ainsi comment ça se passe dans cette très grande démocratie du Moyen-Orient. On reparle du PSG, de l'élimination du PSG bien sûr, qui est un véritable accident industriel. La saison est morte, les enfants. La saison est foutue. C'est terminé. N'est-ce pas Riyad ? Ah, exactement. Tu l'as bien dit. Bon, à part le championnat, qu'est-ce qu'ils peuvent prendre d'autre? Rien d'autre. Là, en coupe, ils se sont fait éliminer. Mais moi, il y a une chose que vous avez oubliée. C'est lorsque le speaker du Real de Madrid a dit Kylian Mbappé, tout le public est parti. Ils l'ont acclamé. Ah oui, ils l'ont acclamé, oui, c'est vrai. Alors que Messi, il a été sifflé comme jamais. Moi, j'ai halluciné. J'ai dit, comment ça? Je crois que c'est la première fois qu'un joueur qui ne joue pas dans l'équipe locale, qui se fait acclamer comme ça. Non, mais je crois que pour Kylian, maintenant, il est temps de briller dans un très très grand club européen. Ah oui, c'est clair. Et le Real, c'est pour lui. Maintenant, il faut une Champions League, c'est-à-dire. Mais lui, ce qu'il veut faire, il veut partir à la fin du mois, enfin, à la fin de l'année. Non, à la fin de la saison. De, comment ça s'appelle, tout contrat. Ni vu ni connu, au revoir. Tu vois ce que je veux dire? Mais franchement, il mérite d'aller dans un très grand club. Je ne dis pas que c'est... Bon, il a pas bien joué. Franchement, il a mis un très beau but. Non, il a bien. Non, puis il a fait un sacré match. Attention, il n'y a que lui qui a bougé. Mais il jouait tout seul. Il est tout seul. Voilà, merci. Merci Riyad, merci à toi. C'est le jeu qui fait aussi, qui s'isole d'une certaine manière. Il est explosif, il court, et tu sais que c'est pas du tout le même profil que les autres joueurs. Normalement, il devrait jouer que pour lui. Il y a des gens. Moi, quand je regardais le match hier, on avait des joueurs en blanc qui avaient faim. Ils ont gagné 4 Champions League, 5 Champions League, et ils jouent comme si c'était la première fois qu'ils étaient en Champions League. Comme s'ils étaient en finale. Et de l'autre côté, je suis désolé, t'as un Neymar qui bricole. T'as Lionel Messi qui peut jouer que 30 minutes par match. Et ben on fait jouer que 30 minutes. T'as des jeunes qu'on fait pas rentrer, qu'on n'essaye pas, qu'on donne pas une chance. Et on a trouvé le prétexte du gardien. Moi, je jette pas la pierre au gardien, franchement. Parce que d'abord, Karim Benzema, il a mis une sacrée pression au gardien. Et la deuxième chose, à 1-1, Paris est toujours qualifié. Et je me souviens, quand j'étais bien plus jeune, il y avait des équipes du style italienne qui, dans les 10 premières minutes, mettaient un but. Et ensuite, tenaient le score pendant les 80 minutes. C'était même un style de jeu. Exactement. Quand on tient une qualif, on la lâche pas. Non, mais... les Italiens, ils ont tenu le pavé pendant des années comme ça. Christophe, hier, footballistiquement parlant, on a vu un super match. Moi, franchement, ça fait plaisir de voir des matchs comme ça. Et s'il n'y avait pas Karim Benzema de l'autre côté, on serait encore plus dégoûté. On se raccroche à ce qu'on a. On a encore Karim qui est dans la Champions League. Mais honnêtement, il faut que Kylian mérite un grand club. Clairement. Et Paris ne mérite pas Kylian. Voilà, et Kylian Mbappé, donc ça doit s'arrêter là. En duo avec Benzema la saison prochaine au Real, ça va donner.
Oui, ça va être très très fort. Et puis il faut des vrais défenseurs, on en a marre. Abdelrahman qui nous appelle de Saint-Omer. C'est ça, Saint-Omer? Oui, bonsoir. C'est où Saint-Omer? C'est où Saint-Omer? Alors, c'est à côté de Lille, entre Lille et Dunkerque. Ah, comme ça. Oh. Tu nous écoutes comment à Saint-Omer? On n'a pas de fréquence là-bas? Là, je vous écoute. En fait, j'ai l'application sur le téléphone. Ah, très bien, bien joué, bien joué. Alors, Abdelrahman? Je vous écoute tous les jours, hein. Je suis un fidèle auditeur. Hein. Bah, ça, c'est bien, ça. Alors, Paris est magique ou Paris est tragique? Alors, malheureusement, ils nous ont fait rêver jusqu'à, on va dire, les dernières 25 minutes. C'est catastrophique. Je suis pas un fan absolu de PSG, mais voilà, on souhaitait qu'un club français, pourquoi pas, il aille. Voilà quelqu'un de bien. Hein, pas ces rageux de Marseillais, là. Par contre, voilà, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a un gros problème dans les vestiaires parce qu'il y a un grand Marquinhos, depuis qu'il est au PSG, il a joué des bons matchs. Hier, il a accumulé des beaux. Voilà, je lui en veux pas. Pour le gardien, pareil. Ça me fait aussi de la peine pour lui parce que c'est un très bon gardien. On va rester coincé sur raté. Et je peux préciser aussi qu'à 2-1, on pouvait encore jouer les prolongations, absolument. Prolongation. Voilà, c'est ça. Donc c'était pas perdu. Ouais. Ils avaient juste un petit peu le cœur, donc pour honorer ils avaient plus envie, ça y est, ils avaient plus la motivation. Le public du PSG. Ils n'avaient pas la motivation. Je veux rajouter juste une petite fleur à annoncer à Monsieur Aloua. Je pense que les Karim, ils sont tous bons dans leur métier. Ah, merci. Ouais. Les Karim. Ouais, dis-lui pas trop fort, il va finir par y croire après. Merci beaucoup, Abdelrahman. Voilà. Merci à toi de Saint-Omer. Mais je vous invite à regarder cette émission. Il y avait une émission sur Arsène Wenger. Non, mais un club, une âme, un fanion. Voilà, vous avez le Real. Il y a un club, une âme, un fanion et un grand respect. Le gars, quand il rentre sur le terrain, c'est comme s'il livrait une bataille, un combat, il lâche rien. Je vous rappelle que sur le terrain, il y avait un joueur de 34 ans et un joueur de 36 ans. Karim Benzema. Non, et puis Modric. Et la petite vidéo qu'il a faite, je les ai éteints. Oh, mais elle date, celle-là, elle date. Non, mais 36 ans, 34 ans. D'accord. Respect. Franchement, tu vois, c'est Hicham, il est content. Il est content, Hicham. Il est content. Ah oui, je suis content, moi. Ah ouais. Non, mais moi, rageux, je suis. Non, moi, j'ai. Non, ça rageux. Moi, ça m'énerve parce que moi aussi, je voulais que Paris gagne. Mais oui, les supporters parisiens doivent aussi être exigeants, comme les supporters de grands clubs. Ils étaient sur un nuage hier. Et ils sont énervés, hein. Écoute. J'en ai marre de cette équipe qui bombe tout le temps. Non, mais surtout que le club, c'est une promesse, mais qui tient pas vraiment ses promesses, en fait. Ouais. Quand tu sais que t'as Messi, Neymar, rien que et Mbappé pour citer que, et tu t'aperçois que là où ils sont censés exceller, ça le fait pas. Il y a un journaliste qui a dit faut arrêter de jouer à Paris pour aller vivre à Paris. Exactement. En fait, c'est devenu la maison de retraite de toutes les stars. Il y a Ramos quand même qui joue pas. Mais Ramos, il a fait combien de matchs cette année? Un, je crois. Voilà, c'est ça. Donc, mais Ramos, c'était sûr. À voir. Ramos, c'était sûr. Il a vendu des maillots. Ouais, super. Ouais, c'est le business, tu l'as dit toi-même. Bon. Alors, j'ai un petit regret hier quand même. Oui, rapide. J'aurais bien aimé que Zizou soit sur la touche aussi. Non. Ah, ça m'aurait fait plaisir. Ah, là, du côté Real? Oui, côté Real, ouais. Voilà. Franchement, du côté parisien qui arrive. Tu crois vraiment que Zidane... Tu crois sincèrement que Zidane, il va arriver? Je parle de Zidane en tant qu'entraîneur du Real. Allez, ça y est, dehors. Demain, rendez-vous avec Farid Tabsamani, Faiza Ben Mohamed qui sera avec nous en studio et ici c'est Tarek Mami. Paru. L'OM. Ici c'est fini. Ici c'est fini. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris poulet sauce gombo. Allez, voilà. Salut. Dehors. Allez, salut.